C'est voilà, et générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une comédienne, d'une actrice écossaise, si je ne me trompe pas, et on a tendance à oublier qu'elle est écossaise parce que très souvent on parle d'elle en tant qu'américaine, voire même anglaise, mais elle est écossaise et c'est très important et il est vrai qu'elle a joué dans pas mal de films anglais et aussi des films américains. C'est une actrice, allez, on va le dire ça comme ça, peut-être que mon invité va me contredire, mais c'est pas grave, ça va faire un dialogue comme ça. Hollywoodienne, une actrice hollywoodienne, on va dire ça comme ça aussi. Je sens que ça va pas là. Non, mais voilà, en tout cas, c'est Deborah Kerr. Et Deborah Kerr, pourquoi? Parce qu'il y a un livre, Mythologie, au pluriel, de Deborah Kerr. Voilà, je montre. Voilà, édité chez les amis de Marest Éditeur. Et d'ailleurs, je salue et je remercie Pierre-Julien Marest pour l'aide apportée à la conception de cette émission. L'auteur de ce livre est Olivier Mudry. Et j'aime bien balancer un peu les coulisses. Ça fait un certain temps que cette émission devait se faire. Bien évidemment, c'est toujours de ma faute. Donc, je le remercie pour sa grande patience. Et comme d'habitude, je pose la première question assez godardienne. Comment allez-vous? Eh ben, écoutez, je vais bien, je suis très heureux d'être là, hein, très heureux d'être dans cette émission dont je suis un fidèle spectateur. Donc là, je suis cette fois dans l'émission et j'en suis très heureux. Eh ben, écoutez, en tout cas, je tiens à préciser aussi que dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site de Marest Édition. Ma première question est très simple. Si vous aviez eu l'occasion de vivre à la même époque que Deborah Kerr, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous l'aurez filmé? Question très intéressante. Si j'avais vécu à l'époque de Deborah Kerr, j'aurais eu la chance, je pense, d'assister déjà aux nombreuses pièces qu'elle a montées. Enfin, elle en a pas elle-même mis en scène, mais c'était une actrice de théâtre très, très, très célèbre à son époque, hein, qui a tourné à Broadway, qui a tourné un peu partout. Et je pense que la première chose que j'aurais faite, c'est d'aller assister à une de ces pièces. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, personne assez âgée aujourd'hui forcément, mais qui avait pu assister dans les années 60 à une pièce avec Deborah Kerr et qui en gardait, voilà, qui en gardait un souvenir ému évidemment. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu la filmer pendant qu'elle jouait, pendant qu'elle jouait sur les planches, mais, heu, mais j'aurais eu beaucoup de plaisir, oui, à la voir évoluer en réel. Après, voilà, moi je suis pas cinéaste, hein, donc forcément je ne l'aurais pas filmé. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'elle serait aujourd'hui une actrice à filmer? Est-ce qu'elle serait aujourd'hui, est-ce qu'elle intéresserait les metteurs en scène d'aujourd'hui, à Hollywood notamment, heu, avec l'âge qu'elle avait à l'époque, hein, bien sûr, hein, Mmh. est-ce qu'à ses 20 ans, à ses 40 ans, à ses 30 ans, comme pendant toute sa carrière, est-ce que là, aujourd'hui, elle intéresserait? Je ne sais pas. Ça serait un grand sujet d'ailleurs d'évoquer, au fil des années, au fil des décennies, comment les actrices, Mmh. comment le regard posé sur les actrices change et comment les actrices changent aussi, hein. Parce que de toute évidence, au-delà même des modes, des coiffures, du maquillage ou de toute une série de choses très liées à chaque époque, je pense qu'il y a dans le corps des actrices, dans leur visage, dans leurs expressions aussi, des choses qui ne sont plus d'actualité en quelque sorte, qui apparaîtraient, pas forcément démodées, mais qui apparaîtraient presque, du d'un autre temps, même peut-être, presque extraterrestre dans la façon d'exprimer des émotions par rapport à la façon dont les actrices les expriment aujourd'hui. Bon. Donc je Oui, ne mais sais pas si elles seraient filmées. dans votre livre, quand même, il y a des éléments qui nous font penser que je ne parle pas de certains personnages qui peut-être poseraient problème aujourd'hui, qui ne seraient d'ailleurs même pas. Je pense il y a certains personnages qu'elle a joués qui ne seraient même pas dessinés aujourd'hui. Oui. Et tant mieux même, parce que voilà, les choses évoluent et c'est très bien ainsi. Mais je pense, à mon avis, c'est vraiment
le moteur du livre, c'est que même si certains personnages sont démodés dans leur manière d'être, je pense par exemple au personnage, l'épouse, enfin, elle joue l'épouse de Kirk Douglas dans L'arrangement, qui aujourd'hui pourrait être un peu compliqué, mais la thèse de votre livre, si tant est, c'est oui, mais il y a un moment, ne serait-ce que par la manière qu'elle a de les jouer, elle déconstruit tout ça. Et là, je me dis, ça, c'est encore moderne. Ça, il y a une résonance aujourd'hui avec ça, dans la Oui, manière de déconstruire ça. Donc, ça aurait été intéressant. C'est pour ça que je vous pose en fait cette question. Parce que c'est ça, enfin, si j'ai bien compris, il y a de cela. oui, Il oui. y a des personnages, et vous le dites, il y a des personnages qui sont un peu complexes parce que je les regarde avec mon regard de 2023, 2024. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'elle a tendance à déconstruire cela assez vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai elle a toujours dans ses différents films réussi un peu à modifier ou à transformer ou parfois à inverser même, à contredire Mmh. le personnage qu'elle était censée incarner et ça, c'est ce dont je me suis rendu compte en regardant ces films, en fait, hein. Parce que quand je me suis dit: «Est-ce que je vais écrire ou pas sur Deborah Kerr?», la première chose à faire, c'était déjà de voir toute son œuvre, de voir tous ses films du 1er au dernier et c'est ça qui m'est apparu, en fait, hein, du début des années 40, là, quand elle commence, en Angleterre, au milieu des années 80 quand elle est, là, c'est à la télévision. Oui. Il y a une continuité effectivement dans sa façon qu'elle a de, tordre, les personnages pour les faire correspondre à ce que, alors soit à ce qu'elle veut dire, soit à ce qu'elle est profondément. Ça je ne sais pas, Mmh. hein, ça il aurait fallu en tout cas l'interroger là-dessus, à l'époque. Mais, heu, oui, s'il y a cette continuité pendant toute cette filmographie très 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 disparate, hein, puisqu'on a vraiment, aussi bien des grandes fresques, des grands films en costume, hollywoodiens effectivement, puisqu'elle a eu sa période, Mmh. hollywoodienne, Bah, j'allais dire, vous commencez même par un exemple d'un film hollywoodien par excellence. Je veux dire, c'est Quo Vadis. Ça, c'est voilà, voilà exactement, hein. Elle a bon, on eu en c'est parlera comme après. ça de toute façon, je pense que nous spectateurs, français en tout cas, je ne sais Mmh pas mh. si ça a été pareil, en Grande-Bretagne, mais nous on l'a découverte, effectivement avec ces grands rôles hollywoodiens, Quo Vadis, Les Mines du roi Salomon, Mmh. ces films, voilà, Les Péplums, les films d'aventure, Le prisonnier de Zenda, voilà, Mmh mh. parce que ça passait ça passait à la télévision, en tout cas à l'époque, hein, on va dire, dans les années 80 quoi. C'était accessible et c'était surtout cette partie de son œuvre qui était, voilà, qu'on voyait. Les films britanniques de Deborah Kerr des années 40, je pense que c'est après qu'on peut les découvrir quand on devient cinéphile et qu'on écume les salles de quartier et cetera. Mais sinon les films les plus communément, accessibles, on va dire, d'elle, c'est effectivement ce personnage-là et donc même quand elle joue ce personnage-là, elle, elle réussit à lui faire dire un peu autre chose, heu et à lui faire dire un peu ce qu'elle va faire dire à tous ses personnages tout au long de sa carrière. C'est son 2e mari, hein, Peter Wirtel, qui était Mmh mh. un dramaturge, un scénariste, qui disait, d'elle, enfin, il disait: «La caméra quand elle filme un acteur, une actrice, le corps de cet acteur, le corps de cette actrice, son visage, ses expressions, ça traverse la peau, ça traverse tout l'apparat un peu du comédien, de la comédienne et ça fait ressortir ce que vous êtes vraiment». Mmh. Et il disait et dans tous les rôles qu'elle a joués, il y avait une même grandeur d'âme. Voilà, c'est son expression, grandeur of spirit, il dit. Et ça, au-delà même, du rôle qu'elle doit jouer, hein. Mmh. C'est pas forcément écrit sur le scénario. Il y a des rôles où elle est un peu où elle peut avoir, une personnalité superficielle, d'autres où elle peut avoir, oui, comme dans ce fameux film de Kazan là dont vous parliez là, elle peut avoir une position, d'épouse trompée un peu, oui, un p qui peut sembler problématique effectivement à certains égards et bien, elle réussit pourtant à leur donner cette humanité, hein, cette humanité qu'elle a, heu et elle le fait c'est ça l'intérêt aussi, de se pencher sur sa filmographie. Elle le fait de différentes manières au fil des époques, hein. Il y a des époques où elle va le faire en improvisant certaines lignes de texte, on va dire et puis d'autres en modifiant le texte plus par, enfin en infléchissant le texte plutôt par, certaines de ses expressions, certaines de ses postures,
au même moment de la profération du texte. Donc elle réussit parfois même à contredire certains personnages qui, joués par une autre actrice, pourraient ne pas avoir l'intensité qu'elle leur octroie. D'ailleurs, quand vous évoquiez les films accessibles, vus dans les années 80, je pense qu'on est à peu près de la même génération. C'est très étrange parce que ces films accessibles, on les voyait, enfin, je me permets de dire «on», nous, très souvent, c'était la dernière séance d'Eddie Mitchell, Bien donc sûr. c'était à une heure un peu correcte. Alors que les films moins accessibles, c'est, le ciné-club de Patrick Brion à minuit. Je sais pas, peut-être que ça dit quelque chose. C'était Ouais, pas une question, c'était vraiment quelque non, chose non, mais auquel je viens de c'est me vrai. ça c'est très troublant ça, les films de cette période-là. Page 14, c'est l'introduction du livre, on va en parler, mais il y a une petite phrase comme ça que je vais décontextualiser parce qu'en fait, vous parlez un peu de vous, mais j'ai une petite phrase et je me dis: «Mais si on devait présenter Deborah Kerr, peut-être ce serait ça». Vous dites, «Deborah Kerr s'est ainsi révélée une organisatrice de chaos hors pair». Et en fait, je l'ai décontextualisé la phrase parce que vous dites autre chose avant et c'est pour ça que vous mais je me dis: «Mais c'est ça en fait», parce que c'est ce que vous écrivez pendant tout le livre, c'est que ce chaos hors pair, c'est qu'il y a un moment ou un autre, je fais ce que je veux. Enfin, je vais finir par faire ce que je veux. Oui, oui, c'est ça le lien avec, bah, la fameuse politique des acteurs de Luc Moulet, hein. C'est-à-dire que vraiment Deborah Kerr, ça fait partie de ces actrices, qui, oui, effectivement, qui font leur cinéma. C'est leur cinéma qui va apparaître de bout en bout, hein, et elle a tourné avec les plus grands, hein. Elle a tourné avec Preminger, avec Huston, avec, Minnelli, heu, avec, heu, Kazan. Mais elle a tourné aussi avec des tout petits maîtres et puis parfois même des tâcherons, hein, Mmh, Jack Donoghue, c'est pas voilà, mmh. Negulesco, c'est pas non plus quelque chose de fabuleux. Hem, mais elle réussit effectivement à faire ce qu'elle veut, comme vous dites, c'est-à-dire à continuer d'incarner ce personnage et je relisais, justement dans l'idée de cette émission, mais je relisais un texte que j'avais lu il y a quelques années et dont je me souvenais pas vraiment très bien de tous les détails, mais je me souviens qu'il m'avait marqué quand je l'avais lu mais je l'avais pas relu au moment où je faisais le livre. Sinon, je pense que je l'aurais cité dans le livre. Mais je l'ai relu là, il y a quelques semaines et c'est un texte de Malraux qu'il écrit à la fin des années 30, en 38-39, qui est «Esquisse d'une psychologie du cinéma». Voilà, c'est un Mmh. texte qu'il a publié dans une revue qui fait, pas, 5-6 pages, hein. C'est pas un très long texte. C'est ce texte qui se termine, enfin qui parle beaucoup du cinéma, un peu du théâtre, un peu du roman et dont la dernière phrase est, assez marquante, c'est, «Par ailleurs, le cinéma est une industrie». Voilà, ça se termine avec cette Oui, phrase-là, c'est le hein, fameux texte, oui, voilà exactement. Mmh. et là-dedans, il sépare justement et ça s'applique tellement bien à Deborah Kerr et ça s'applique tellement bien aux acteurs, ou actrices qui peuvent rentrer dans cette idée de la politique des acteurs justement. Il sépare la comédienne qui va interpréter dans sa carrière plein de rôles dissemblables et souvent avec un grand talent et ce qu'il appelle la star, heu et qui elle va être, alors il dit 2 choses, il dit à la fois c'est quelqu'un qui va pouvoir incarner un instinct collectif, voilà, c'est son expression et c'est aussi, la star pour lui, celle qui va réussir à faire naître des scénarios convergents. Voilà, des scénarios convergents et ça c'est typiquement ça, quitte à ce qu'on torde un peu le scénario pour qu'il soit vraiment convergent avec, l'idée qu'on veut avoir, mais ça c'est intéressant et c'est vraiment je me suis dit: «Mais c'est tout à fait ça, en fait» et d'ailleurs, il plaide dans ce texte qui est donc de 39, hein, qui est donc, 50 ans avant, la politique des acteurs. Il explique que ce qui domine quand même, il prend l'exemple de Charlot, hein, Mmh. bah, c'est l'acteur. Alors c'est celui qui peut enfin, c'est pas valable pour tous les acteurs ni pour toutes les actrices ça, hein. Il y en a qui se coulent complètement dans voilà, dans le récit, dans le scénario et qui vont pas en déroger. Mais il y en a d'autres qui sont, qui dominent, qui surplombent et qui sont, finalement le seul spectacle qui vaille, c'est eux. C'est qu'est-ce qui se passe sur leur visage? Qu'est-ce qui se passe, comment ils évoluent? Comment ils bougent? Comment ils font? Et c'est ça qui devient,
qui devient le film. Au-delà des scénarios parfois un peu simplistes ou des grandes fresques, au contraire, compassées, pompeuses. Il y a cette, il y a cette façon d'être et je me suis dit: «Mais voilà, donc c'est typiquement ça» et d'ailleurs Deborah Kerr, ça a été une star à l'époque. Ça a été même Ouais. si aujourd'hui elle nous parle beaucoup moins et même si elle nous semble beaucoup moins connue, et même dans les publics, non cinéphiles. Dans les publics non cinéphiles, on connaît quand même Ava Gardner, on connaît Marilyn Monroe parce que, bah, parce qu'elles ont eu toute une série d'éléments adjacents à leur, filmographie. Il y a eu, des vies privées, rocambolesques, il y a eu des destins, Et puis parce que périples. le cinéma contemporain a aussi filmé, leur a aussi consacré des films, des biopics. Et Exactement, oui, oui. comme Catherine Hepburn, je pense par exemple à The Aviator et tout ça. Mais c'est vrai que Oui, Deborah Kerr, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore vu un non. film dans lequel une actrice joue le rôle de Deborah Kerr. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est voilà, sa vie privée était, n'avait pas un intérêt, médiatique, on va dire. Elle était tout à fait simple et tout à fait, standard. Elle avait pas voilà, même si, tout à l'heure je parlais de Peter Wirtel, ça a été son second mari. Elle l'a rencontré dans les années 50 et ils sont restés ensemble, bah, jusqu'à sa mort, donc une cinquantaine d'années. Mais c'était quand même son deuxième mari et ça avait fait quand même les choux gras de la presse à l'époque quand elle l'avait rencontré sur un C'est ce tournage, que vous hein. écrivez, oui, effectivement. Voilà, ça c'est voilà. Mais à part ce petit fait-là, elle a pas voilà, c'est pas Ava Gardner sur le plan, de la vie privée. Donc c'est vrai que, bah, Deborah Kerr, elle a pas cette, on elle n'a que sa filmographie à défendre en fait, hein. Il y a que par sa filmographie qu'on peut la connaître et la comprendre. Heu et tant mieux, j'allais dire, tant mieux. Et bon, on va faire ça dans quelques minutes. Mais avant cela, il faut quand même que vous nous expliquiez un petit peu, enfin, il y a 2 choses. Bien évidemment, vous allez nous expliquer ce que vous écrivez dès le début du livre, à savoir, comment, comme dirait l'autre, comment ça a commencé tout cela? Et puis, il y a une deuxième question qui est beaucoup plus cuisine interne, technicité. Comment on fait pour écrire sur une, pour le coup, une actrice, comédienne, qui est très important, pas que dans la vie de cinéphile, mais je pense dans la vie dans tous les sens du terme. Comment écrire sans l'idéaliser? Ça, c'est la cuisine interne. Mais d'abord, comment ça a commencé? Et pour la cuisine interne? Oui, c'est très intéressant en tout cas comme question. Comment ça a commencé? Ben, c'est oui, effectivement, c'est ce que j'explique dans l'avant-propos. Heu, En fait, tout a commencé quand j'ai 9 10 ans et que je vois à la télévision, Quo Vadis et que je vois notamment cette scène, avec l'image qui est la couverture du livre, hein. Avec, cette scène où c'est une esclave chrétienne, elle est, dans la Rome de Néron et donc elle va faire partie des martyrs. Elle est attachée à un poteau et il y a un taureau, furieux qui arrive dans l'arène et bah, c'est ce que je dis à ce moment-là, bah, c'est vrai que quand on a 9 ans, on n'imagine pas un instant que, qu'elle puisse s'en sortir. Enfin, on n'imagine pas que dans ce type de film et la position qu'elle a dans le dans les dans le déroulement du film, elle ne peut pas mourir évidemment. Mais ça, quand on Mmh. a 9 ans, on ne le sait pas et on la voit, dans quelques instants sans doute, tuée par ce taureau et elle a ce regard à ce moment-là, qui est le regard qu'on voit sur la photo de la couverture. Elle a ce regard un peu, ardent, inspiré, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui nous fait penser à ce moment-là, même si on est un enfant devant un film qui nous terrifie, on a vraiment peur pour elle à ce moment-là, on se dit: «Mais non, mais là, elle peut pas mourir, c'est pas possible». Il y a quelque chose en elle qui nous fait penser qu'elle ne peut pas mourir. Effectivement, elle ne meurt pas, elle ne pouvait de toute façon pas mourir et ça commence comme ça et puis, c'est vrai qu'après tout au long de ma vie de cinéphile, je la rencontre à plein d'autres, moments, on parlait d'Émile du Roi Salomon, voilà, ça c'est quand je suis pré-ado ou ado, justement dans la dernière séance d'Eddie Mitchell Le Prisonnier de Zenda et puis d'autres films et puis après toutes les comédies de remariage qu'elle a faites, enfin voilà, je l'ai retrouvé tout au long de ma vie personnelle, je l'ai retrouvé, il y a eu des moments cinématographiques qui résonnaient avec ce que je vivais. Voilà, je ne sais pas si c'était par hasard mais à chaque fois j'avais et quelques mois avant que je me décide à écrire ce livre, j'ai vu un film d'elle que j'avais jamais vu qui est La Nuit de l'Iguane de John Huston
toute façon, faut toujours, il y a toujours un film de John Huston qu'on n'a pas vu ou qu'il faut qu'on revoie. Ça, je me suis rendu compte de ça et c'est un film formidable, un film extraordinaire où le rôle qu'elle incarne, alors là, qui est vraiment la quintessence, je pense, de ses apparitions à l'écran, tant son personnage est rempli d'humanité justement et elle va sauver vraiment, littéralement, le révérend joué par, Richard Burton là, qui est cynique et heu et ce personnage-là, voilà, c'était un moment important dans ma propre vie, justement, question cynisme et question, voilà, on a l'impression d'avoir fait le tour, d'être revenu de tout et on se rend compte que pas du tout, au contraire, loin de là et elle avait cette distance et cette capacité à faire comprendre à Richard Burton dans le film que parfois, les choses sont bien plus simples qu'on essaye de se persuader qu'elles sont et voilà et ce personnage-là, je me suis dit: «Bon, là, il faut que je revoie tous ces films pour vraiment parce que j'en ai une dizaine en tête. Est-ce que vraiment tous ces films valent le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer?» Et c'est là, voilà, que je me suis décidé de tous les revoir. Ce qui de nos jours et c'est une chance devient facile. Je pense qu'il y a peut-être, Ouais. 20, Mmh. 30 ans, j'aurais jamais pu revoir tous ces films et ils étaient pas tous accessibles et Mmh. tous, visibles. Mais c'est vrai que le risque, bah, de toute façon, quand on écrit, on se relit, on rature sans arrêt et le risque, effectivement, c'est d'idéaliser soit le cinéaste, soit l'acteur, soit l'actrice, sur qui on veut écrire et le 1er jet, en fait, le premier texte, il était bien plus hagiographique que celui qui est à la fin. Ça, c'est sûr et j'ai dû parfois me corriger moi-même en me disant: «Non, mais là, c'est plus un jugement, enfin, c'est étayé par rien d'autre que mon propre goût, que ma propre, heu, mes propres impressions» et ça, j'ai essayé de gommer tout ça pour essayer de trouver des faits réels dans chaque film qui pouvaient, abonder dans ce que je voulais brosser comme portrait d'elle. Heu, mais en tout cas, j'ai essayé, enfin, il y a une petite part de biographie à la fin de quelques pages, mais j'ai essayé vraiment de ne rester que sur ses films, hein. C'est-à-dire je parle pas pratiquement jamais de sa propre vie, de ses propres, atermoiements qu'elle a pu avoir dans sa vie pour choisir tel ou tel rôle. Enfin, j'en parle le minimum parce que le but, c'était vraiment pas de faire une biographie, hein, c'était vraiment de se pencher sur ce personnage qu'elle a incarné à l'écran. Je ne sais pas s'il lui correspondait dans la vraie vie, je ne sais pas si elle était comme elle apparaît. C'est probable, mais voilà, on n'en sait rien. Et peu importe d'ailleurs, hein. Ce qui compte, c'est vraiment ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il a rencontré son public à ce point pendant toute cette période de de ses grands succès, hein, de sa grande célébrité? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il incarnait pour qu'il réponde ainsi? Heu, Quel instinct collectif il incarnait? Pour reprendre les mots de Malraux, du coup, dans ce fameux texte-là, pour qu'elle ait eu une telle aura à l'époque, heu, avec des rôles qui n'étaient pas censés correspondre à, ce que, l'héroïne hollywoodienne devait être, hein. On est d'accord, elle n'avait pas, c'était pas, on parlait de Marilyn Monroe tout à l'heure, mais, elle n'avait Mmh. pas ce côté, je sais pas, elle n'exprimait pas une sexualité agressive ou revendicatrice, elle n'avait pas ce côté, glamour, même si elle a fait beaucoup de photos, pour Hollywood et cetera, bien sûr, hein, comme toutes les actrices, mais elle avait quand même dans sa réserve, dans son maintien, dans sa tenue, quelque chose qui tranchait quand même avec l'actrice hollywoodienne telle qu'elle était modelée, dans ces années-là, 40-50, et même 60 d'ailleurs, même si là, ça commence à changer dans les années 60 où elle tourne encore. Mmh. Vous avez, hem, dessiné l'architecture du livre en 3 parties. La première partie, c'est les 50 stations, donc c'est tous ses films, tous les films dans lesquels elle a joué, même un téléfilm d'ailleurs, c'est en 86 si je me trompe pas. Oui. Mais, la deuxième partie, c'est, apparitions. Là, pour le coup, vous, questionnez, le corps de Deborah Kerr et mais aussi les objets, enfin tout ce qu'il y a autour d'elle et puis la troisième partie, c'est failles et pouvoirs et là, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle joue, comment elle joue et il y a quelque chose d'assez il y a quelque chose de similaire dans ces 3 parties.
je remarque au niveau. Alors, désolé, c'est vrai que sur la chaîne, les questions de cuisine interne sont très importantes. C'est comme si je demandais à un cinéaste sur la mise en scène. Pour moi, c'est Mmh. important. Et puis, ça permet aussi de dire beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que vous évitez le journal intime. C'est-à-dire que quand vous écrivez, il y a, il y a une espèce de conjugaison bienveillante entre l'essai critique et comment je pourrais dire ça? Et la confidence. Mais il y a jamais le côté journal intime et vous arrivez à sortir de cela et ce qui permet en même temps, de ne pas avoir une idéalisation. Ça permet de dialoguer aussi avec nous. Je ne sais pas comment vous avez travaillé sur le style aussi par rapport à ce que je viens de vous dire? Oui, oui, non, ça c'est des questions intéressantes. Effectivement, souvent la cuisine interne, elle est pas toujours consciente. C'est-à-dire qu'enfin, on n'est Mmh. pas toujours en train de se dire: «Bon, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça», pour pas trop me dévoiler ou pour pas trop dire des choses qui n'ont voilà. Bon, c'est vrai que je j'essayais de garder, oui, de garder une certaine distance et voilà, je j'avais pas envie de dire, ce film que j'ai découvert à telle occasion, alors même que dans ma propre vie, voilà, ça c'est des choses, ça peut s'aborder éventuellement dans un avant-propos, mais après c'est plus tellement le sujet. Mais c'est vrai que, heu, l'intérêt qu'on peut avoir comme ça, avec une actrice, heu, il y a, Jean-Marc Lalanne, je crois, qui qui avait cité ce livre dans une émission de Masquer la plume et qui dit que c'est qui a dit: «Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire», enfin, c'était très aimable de sa part d'ailleurs, hein, il avait plutôt aimé le livre, mais qui disait que c'était l'œuvre, que ce livre pouvait être l'œuvre d'un fétichiste, mais d'un fétichiste aimant. Bon, je sais pas, voilà. Alors fétichiste je pense que ce qu'il a voulu dire par là et je pense que c'est comme ça peut-être que effectivement que j'évite le journal intime, comme vous le dites très justement. C'est en s'attachant à vraiment, identifier, même de façon presque, obsessionnelle, hein, des éléments dans chacun de ces films, d'essayer de les retrouver, de voir comment ils se modifient, comment ils évoluent, d'un film à l'autre, d'être très attentif à ces détails-là pour brosser son portrait, hein, pour brosser le portrait de Deborah Kerr. Mais justement dans cette obsession, dans ce côté, très, précis et presque fétichiste donc pour identifier, C'est ce que je n'ai ce pas dit. Moi, j'ai pas parlé de fétichisme. non, non, mais tout à fait, mais J'aime j'avais bien trouvé ça amusant. Jean-Marc, mais j'ai pas parlé de fétichisme. Non, mais tout à fait. Oui, absolument. Mais, voilà, je pense que pourquoi tout d'un coup, je me rends compte que, ce que fait Deborah Kerr avec ses cheveux, par exemple, va être important dans ses rôles, bah, Ça, parce que on va en parler. On va en parler voilà, juste après, ouais, de ça, voilà, oui, effectivement. parce que voilà, on tombe sur certains films, on se dit: «Ah mais c'est marrant, mais c'est exactement ce qu'elle faisait dans ce film, 20 ans plus tôt». Et puis dans une situation qui était pourtant différente. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire à travers ça? Dans la politique des acteurs là de Luc Moulet, je sais plus, je crois qu'il parle de Cary Grant à ce moment-là, mais enfin il explique que, quand il court, il a une façon un peu toujours la même de courir, un peu penché en avant, pour s'engouffrer dans une voiture ou pour, s'abriter de la pluie, enfin voilà. Et 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 moi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'identifier voilà des leitmotifs, des récurrences ou des correspondances entre les films, mais surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire à travers tout ça? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas juste, parce que c'est sa façon de jouer, de mettre sa main d'une telle manière, c'est pas juste des tics de comédienne, en fait, hein. C'est plutôt ça dit des choses plus profondes sur ce qu'elle veut faire dire à son personnage Mmh mh. et et donc ce côté un peu détective que je pouvais avoir en essayant d'identifier tout ça, ben, justement ça permet, bah, voilà, comme dans les romans noirs ou comme dans les grands polars, justement le détective il il cache un certain nombre de choses le concernant, en se focalisant sur les travers ou sur des gens sur lesquels il enquête, hein. Donc c'était un peu de cet ordre-là. Oui, mais souvent le détective, il se retrouve face à la femme fatale. Je ne pense pas que Deborah Kerr soit une femme fatale. Non, justement, c'est ça qui est La c'est question vrai est entre que elle est humoristique, mais elle est un peu sérieuse aussi pour le coup. ouais, raison parce que c'est vrai que très souvent, elle arrive, elle a une
elle suit une troisième voie à chaque fois, hein. Elle fait pas partie de ces actrices un peu, qui jouent un peu, il y en a eu plein et notamment à Hollywood, hein, qui jouent le repos du guerrier quoi, hein, qui ont pas Oui, tellement oui, d'autres rôles que celui d'être un peu le témoin exactement. admiratif du héros. Et puis à côté de ça, il y a les femmes fatales qui sont très très agissantes, très intellectuelles et qui vont, faire courir le héros à sa perte justement. Bah, elle est ni l'un ni l'autre, hein. Elle a pas ce côté, poupée un peu docile, ni ce côté un peu maladivement agissante. Elle est entre les 2, c'est-à-dire qu'elle arrive à dire ce qu'elle veut, à faire ce qu'elle veut. Elle tient tête à des tas de figures d'autorité dans les différents films auxquels elle a participé, hein, des chefs de famille, des pouvoirs politiques en place. Enfin, elle arrive à chaque fois à c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle «La subversion tranquille», hein, parce qu'elle arrive à chaque fois à venir contredire ces figures de pouvoir, mais sans, voilà, sans coup d'éclat, on va dire. Mais ça Oui. n'empêche qu'elle y réussit et heu et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Heu, Parce que je vais vous parler du fait que, en tant que détective, ce que ah voilà, voilà. c'est ça. Oui, oui et donc elle arrive à avoir ce rôle un peu d'opposition, mais sans cesser d'être attentionnée, d'être secourable, d'être attentive, à ceux qu'elle met en échec, si vous voulez. Donc elle a pas le côté froid et calculateur et solitaire de la femme fatale et elle a pas le côté, heu, servile, on va dire, Mmh. de la femme enfant comme Hollywood en a tellement fait, en a tellement tourné. Donc elle est sur une ligne de crête à chaque fois où elle réussit à être entre les 2, y compris sur une partie plus «érotique» entre guillemets, hein, elle est elle est plutôt de la famille, on va dire, des Audrey Hepburn, des, Irene Dunne, Grace Kelly, vous voyez? Cette partie un peu, moins démonstrative, moins glamour, moins pulpeuse, que bien d'autres, mais elle réussit quand même à s'extraire de la fadeur qui guette justement ces actrices-là, hein, c'est pas, elle reste féminine sans être, heu, comment dire? Sans être assignée à cette féminité-là, heu, voilà, c'est ce qu'elle réussit à faire dans la plupart de ses films et heu ça aurait été passionnant de voir comment elle aurait été dans le cinéma des années 70. Malheureusement, à la fin des années 60, elle quitte le cinéma parce que plein de choses lui déplaisent dedans et toute la décennie des années 70, oui, voilà, toutes les années 70, elle n'est pas à l'écran, on la voit pas. Donc c'est le film de Kazan, là, c'est en 69, le dernier de ses films. On la retrouve que dans les années 80, mais dans quelque chose de différent puisque c'est de la télévision essentiellement, donc c'est quelque chose de voilà, ça reste des séries ou des téléfilms qui sont très intéressants d'ailleurs dans son histoire, mais ça reste quand même autre chose que des films avec la patte d'un auteur qui viendrait se confronter à ce elle voudrait dire. Et ça aurait été intéressant de voir comment elle se serait confrontée, aux auteurs des années 70 qui étaient, mais bon, beaucoup de choses l'ont déplu. Je pense que c'est surtout une certaine violence, je pense, dans les relations humaines qui est beaucoup plus apparue, voilà, dans les années 70 et là, je pense que dans laquelle elle se reconnaissait pas ou je pense qu'elle, savait pas trop comment trouver sa place là-dedans et en plus dans les années 70, elle commençait à avoir un âge qui est l'âge vraiment pour l'actrice, hollywoodienne, Mmh. qui est l'âge, délicat parce on peut plus jouer la jeune première et on peut plus jouer non plus la personne âgée, sage et bienveillante. Donc on est un peu dans une espèce de no man's land là où c'est très dur d'avoir, en tout cas à l'époque, hein, très dur de trouver des rôles pour la femme de 40 ans, c'est difficile. Il y a un très beau livre là-dessus, hein, qui s'appelle, mais je vais dire une bêtise, je vais peut-être écorcher le titre, mais je ne sais plus si c'est la seconde femme ou la deuxième femme ou la dernière femme, voilà. C'est un livre que j'ai lu il y a au moins 1 an et demi, qui est très bien sur, de Muriel Joudet, qui est, comment les actrices, vivent l'âge qui avance, hein. Sur Bette Davis, enfin sur Ah pardon, oui, exactement, sur Bette c'est un Davis, livre sur Mae axé West, autour de Bette Davis, oui, oui. voilà, il y a sur Kidman, Nicole Kidman aussi. Mmh. Elles opèrent ce virage quand, bah, quand l'âge arrive, quoi, hein. Est-ce que alors déjà, il faut trouver des cinéastes, pour continuer de vous engager d'une part, mais d'autre part, comment est-ce qu'on assume ça? Est-ce qu'on essaye au contraire
par toute une série de techniques de n'avoir pas d'âge. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Et ça aurait été intéressant, mais bon, voilà, ça a été son choix. Elle a quitté le cinéma à ce moment-là. Vous parlez de vous évoquez, certaines actrices qui avaient cette possibilité de ne pas avoir un jeu, trop démonstratif. Ça me permet de rebondir en utilisant, quelques motifs. Il y en a un d'ailleurs que vous avez évoqué, c'est la chevelure. On va rajouter le regard, la solitude, le miroir. Donc c'est en tout cas, c'est ce que je retiens du livre, c'est des figures assez récurrentes. Il y a peut-être même une fonction symbolique dans sa filmographie. Mais là où je veux en venir, où je sais que vous insistez beaucoup sur la tension, ça je l'ai noté, entre visibilité et effacement dans son jeu. Et en fait, je me demandais, est-ce que finalement c'est l'expression d'une forme de modernité féminine dans l'Hollywood des années 50-60? Oui, ça certainement. Ça certainement, elle a ce côté, effectivement effacement et visibilité, ça c'est typiquement ce qu'elle arrive à faire. Alors c'est pas un film hollywoodien, mais c'est un film qui montre très bien ça. C'est le dernier film qu'elle tourne, justement en Grande-Bretagne avant de partir pour Hollywood, qui est Le Narcisse noir. Elle joue une religieuse, elle est entourée d'autres religieuses et il y a vraiment différents types de jeux selon les différentes religieuses et ça, c'est très frappant parce que la elles sont 5 ou 6, je crois, donc il y en a trois quatre qui ont une façon de jouer, typique de l'époque, hein, un peu, qui se veut un peu naturaliste. Enfin, on joue comme si, en une espèce de faux naturel, mais qui est, on sourit franchement, on est voilà. Donc ça, il y a ces actrices qui jouent comme ça, il y en a une qui a un jeu vraiment très outrancier, c'est Kathleen Byron qui est, celle qui va, la religieuse qui va tomber amoureuse de l'homme à tout faire du couvent où elles sont et elle a un jeu très, voilà, très outrancier avec des regards écarquillés, des yeux écarquillés, des postures un peu, excessives, et puis il y a elle, Deborah Kerr et alors elle a un jeu, bah, vraiment quasiment, heu, son visage est pratiquement immobile, si on regarde rapidement. Il se passe quasiment rien sur ce visage, sauf tout d'un coup, quelque chose apparaît. En plus, comme elles ont toutes l'habit religieux, elles ont toutes le visage encadré, on ne voit guère que ce visage. On ne voit pas les cheveux, on voit pas, il y a que ce cadre comme ça qui se concentre sur leur visage et elle a ce côté, c'est pas vraiment de l'underplay, hein, c'est pas ça, c'est un tout à coup, un frémissement, tout à coup, une ébauche de et ça dit énormément. Ça va être, donc aussi bien sur son visage comme là que, dans sa posture. Très si on demande à quelqu'un de nous dire comment il la représente là, à l'instant, Deborah Kerr, et ben, on la voit se tenant, les jambes, jointes, les bras le long du corps, les coudes au corps, dans une posture assez, rigide. On la voit comme ça parce qu'elle est souvent comme ça, mais tout d'un coup, cette posture-là, elle se rompt, de façon brusque et brève. C'est-à-dire que brutalement, mais brièvement, elle va, chanceler, elle va, trembler, elle va, même courir ou il va y avoir un bref moment où il va y avoir une désunion de Mmh. cette symétrie corporelle. Il va y avoir une rupture et c'est vraiment, dans la rupture justement qu'elle exprime beaucoup de choses, aussi bien dans les aventures, qu'elle a avec les personnages masculins du film où il y a toujours une rupture pratiquement, que dans sa présentation physique. Et donc là, on arrive, effectivement à, ce mélange entre, un corps qui est un peu en retrait dans le cadre, qui n'est pas, qui ne vient pas avec agressivité, ou avec virulence montrer, sa féminité ou montrer, tel ou tel sentiment, mais plutôt un corps en retrait qui tout à coup attire tous les regards par, cette façon très v et c'est ça qui est moderne sans doute, la véracité tout à coup qui va, apparaître dans un mouvement, comme une sorte de mouvement de trop ou un mouvement qu'elle n'a pas pu réprimer, comme si quelque chose de naturel, de véridique sortait Mmh. tout à coup de cette posture qu'elle avait, jusque-là et ça c'est très moderne
Et ça se voit jusqu'à la fin de sa carrière, puisque même dans The Assam Garden, qui est un film qu'elle tourne pour la. Enfin, c'est dans les années 80, ça reste un film de cinéma. C'est son tout dernier pour le coup. Et là, elle a un certain âge, elle a pratiquement 70 ans, et elle s'occupe d'un jardin, le jardin de son défunt mari, et c'est Deborah Kerr à l'écran qui s'occupe du jardin. C'est elle qui ramasse des choses, qui se baisse, qui court, qui bêche, qui ratisse. Et finalement, voilà, il y a cette vérité du corps qui tout à coup surgit et puis qui redisparaît aussitôt. Euh, et ça, c'est voilà, ce mélange entre visibilité et effacement dont vous parliez, et il est là, dans tout un coup, une vérité corporelle qui vient comme si elle pouvait plus être réprimée et qui vient avec d'autant plus de force qu'elle a été longtemps réprimée, justement. Vous parlez d'ailleurs d'un corps filmé qui est souvent à la marge, voire au centre symbolique du cadre. Et, et ça peut être aussi un outil narratif, un support éthique, tout cela. Et vous parlez même aussi de sa voix, de sa diction, très important parce que ça dessine les rôles qu'elle construira plus tard. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un geste politique dans tout cela? Oui, ça c'est une bonne question. Quand on regarde ses différents rôles, on voit qu'elle a été. C'est difficile de la saisir politiquement, c'est-à-dire que quand elle fait Tes sympathies de Minelli, là, Mhm. elle a vraiment un rôle où elle s'oppose un peu au machisme de l'époque, hein, c'est clair, Ouais. puisqu'elle prend en fait et cause pour ce jeune homme dont tous les camarades se moquent parce qu'il s'intéresse à la littérature ou à la musique au lieu de jouer au foot comme tout le monde. Et, son propre mari, à Deborah Kerr, qui est le prof de sport, a les mêmes opinions, et le père de ce jeune homme a les mêmes opinions, et le pauvre se sent complètement isolé, incompris. Et elle va vers lui, et elle a clairement voilà, elle a clairement un rôle politique là-dedans, parce que c'est vraiment la seule personne là qui peut s'opposer à voilà, à toute série d'idées reçues et de préjugés machistes. Mais dans d'autres films, elle va être, par exemple, elle est dans Bonjour Tristesse de Preminger, elle va avoir un rôle un peu elle va sermonner un peu la jeunesse un peu exubérante de Jean Seberg. Elle va lui dire attends, La il faut future que tu. nouvelle vague. La future nouvelle vague. Exactement. Et il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu arrêtes de courir les garçons, et il faut que tu Mhm. sois sérieuse. Mais ça n'empêche elle s'oppose là encore comment dire, à une certaine idée contemporaine. C'est ça qui est amusant, parce que quand elle tourne le Minelli, ben, le machisme, il est dans toute la société américaine de l'époque. Enfin, je veux dire, Minelli, il le dénonce, ça, et grâce à elle aussi. Euh, et pareil, quand on est dans les années 60, quand on s'approche des années 60, euh, ça devient presque ringard de faire ses devoirs et de pas courir les garçons. Et pourtant, elle a aussi à nouveau donc voilà, elle a ce côté un peu s'opposer. Donc ça, c'est dans les scénarios même. Mais effectivement, dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être, euh, c'est politique au sens où elle n'a jamais été réduite, elle n'a jamais été cantonnée au personnage qu'on voulait lui faire jouer. C'est ça qui est très politique, c'est d'avoir réussi à faire entendre sa voix, même derrière la voix du personnage considéré. Elle a réussi. C'est ce que je disais au tout début. C'est plus dans les années 60 ou 70, justement, là où on l'a pas vu, que certains acteurs ont pu parfois improviser sur le tournage, et puis ces improvisations, elles étaient conservées après dans le film. Elle n'a pas trop connu cette période-là, et donc c'est plutôt par ses intonations, par ses changements d'attitude ou de physionomie qu'elle a pu venir enrichir ou contredire ce que le personnage qu'elle était censée incarner disait. Donc, elle pouvait pas tellement lui faire dire autre chose que ce qu'elle devait dire. Mais par contre, par toutes ces intonations, toutes ces expressions, et par tous ces gestes et ces attitudes, elle arrivait quand même à l'infléchir, à lui faire prendre
une certaine route, une certaine voie. Et oui, ça, c'est évidemment politique. J'ai revu il n'y a pas longtemps, elle n'est pas du tout dedans d'ailleurs, hein, c'est Asphalt Jungle, Quand la ville dort. Mhm. Et je me suis rendu compte d'un truc dans ce film, et c'est quelque chose qui se voyait dans beaucoup de films de l'époque. Quand la scène est terminée, le dialogue entre deux personnages est terminé, il y a une sorte de fondu enchaîné, et donc on les voit encore à l'écran, mais on ne les entend plus. Et pourtant, les acteurs sont encore en train de se parler. Comme si le cinéaste disait: «Bon, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, il y a eu, l'info a été donnée, l'indice a été, a été distribué, ce qu'ils disent encore n'a plus tellement d'intérêt, on coupe». Donc on voit à chaque fin de séquence, on voit ces acteurs qui continuent de parler sans qu'on entende ce qu'ils disent, heu et donc cette importance-là qu'avait le montage, où quand la scène importante est finie, de toute façon dans le cinéma classique, c'est comme ça, quand ce qui a été dit, le reste, c'est du superflu. Donc elle pouvait pas tellement, à ce moment-là, faire entendre cet autre son, puisque justement, c'est quand elle a fini de parler que, tout d'un coup, en changeant, sa façon de regarder son interlocuteur, un sourire en trop ou un regard un peu plus appuyé, tout d'un coup, ça veut dire tout autre chose que ce qu'elle vient de prononcer. Et ça, elle a eu du mal dans cette petite période hollywoodienne-là. C'était mieux dans les années 60 et c'était mieux aussi dans les années 40 en Grande-Bretagne, où elle avait beaucoup plus de liberté finalement. Pour, voilà, on laissait du temps à l'acteur ou à l'actrice d'exprimer tout ce qu'il pouvait exprimer. Mais dans la période hollywoodienne, heu, voilà, de 49 à 59, on va dire, là, c'est plus dur parce que vraiment, la scène, elle est cadenassée et c'est difficile de venir, rajouter quelque chose à ce qui a été dit, mais elle a quand même réussi à le faire. Il faut la regarder pendant qu'elle parle, en fait, hein. Il faut la regarder pendant qu'elle agit. Heu, Elle a toujours sa façon de venir, mettre sa patte dans voilà, dans telle ou telle situation qu'elle ne peut pas contrôler autrement que que physiquement. Il y aurait énormément de choses encore à dire sur ce livre. On est rattrapé par le temps et j'en suis vraiment désolé. Mais je vais quand même poser une dernière question. Mais avant cela, je rappelle, Mythologie au pluriel de Déborah Kerr, c'est édité chez Marest Éditeur, écrit par Olivier Mudry. Une dernière question, très bateau, très cinéphile. S'il y avait, c'est pas s'il y avait un film, mais s'il y avait un plan, ce serait lequel? Question intéressante. Moi, j'ai ma petite idée, hein. Moi, j'ai ma petite idée. Je pourrais vous la dire après si vous Ah voulez. bah, avec plaisir. Hem, alors ça serait pas mon plan préféré, mais je voulais quand même parler de ce plan-là d'abord. C'est vrai que dans tout ce personnage qu'elle a construit sur ces 50 films, il y a, une thématique, importante qui est d'être à la fois martyr. Elle est très souvent, malmenée, emprisonnée, humiliée, heu et d'être martyr donc et mentor. Parce que c'est elle aussi qui est, éducatrice, inspiratrice, soignante, guérisseuse, et souvent de la même personne que celle dont elle a pâti. Souvent de la même personne que celle dont elle a souffert. Donc ça, c'est martyr et mentor, c'est vraiment, voilà. Et donc il y a un plan qui vraiment synthétise ça, on ne peut mieux, c'est dans Elle et lui, le personnage de Terry McKay qui devient, une animatrice d'une chorale pour des enfants pauvres. Elle est souriante, elle est attentionnée et elle est en fauteuil roulant. Voilà, donc ça, c'est vraiment typiquement, martyr et mentor, on peut pas mieux faire, on peut pas, voilà. Mais voilà, ça c'est juste pour dire que ça c'est un plan qui synthétise bien tout son parcours tout au long de sa filmographie. Mais ce que je garderais, heu, c'est difficile là, hein. C'est difficile parce que ce télescope à ce moment-là plein d'images. Heu, Moi je resterai quand même sur La nuit de l'iguane qui est, sans doute le film que je préfère d'elle. Quand elle arrive dans cette petite communauté où il y a plein de gens, qui ont des secrets inavouables et des souffrances diverses, elle arrive là avec son grand chapeau,
qu'elle tient. Elle a monté, parce que l'hôtel où se passe une grande partie du film est en haut d'une colline, donc elle a monté le chemin pour arriver jusque-là. Elle est essoufflée, elle tient encore son chapeau, elle est flanquée d'un vieux monsieur qui s'avérera être son grand-père, qui déclame des poèmes à tout à tout bout de champ. Donc elle a ce côté presque ridicule, en fait. Elle arrive là, et le spectateur qui la connaîtrait pas, ou même celui qui la connaîtrait, dirait: «Qu'est-ce que c'est encore que qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui arrive là, avec ce grand chapeau?» Elle est complètement ridicule. En plus, il y a Ava Gardner, juste avant, qui a eu plein de voilà, qui avec toute sa fougue et son charisme, vient de se disputer avec Richard Burton, enfin bon. Et elle arrive et elle semble complètement, lunaire, elle semble complètement, inadaptée, elle a rien à faire là, on va se dire, hein, et pourtant c'est elle qui est la clé de tout. C'est elle qui va, entre guillemets, qui va sauver Burton, et franchement, elle paye pas de mine quand elle arrive, et c'est ce côté-là, et c'est ça un peu sa quintessence, c'est de on la néglige, on dit: «Ah oui, c'est Deborah Kerr, oui, oui, d'accord», et en fait, c'est voilà, c'est elle qui a la clé de toute l'histoire. Elle et lui, c'est la fin. Elle est sur le canapé. Il vient d'arriver, Cary Grant, et puis il a compris quelque chose. Il ouvre la porte d'une autre pièce et il voit, je crois, la chaise, enfin, Ouais, le fauteuil roulant. fauteuil roulant, ouais. Et ensuite, il se retourne et il se met au bord cadre. Et là, on voit le visage de Deborah Kerr qui, quelques secondes auparavant, était encore souriant, pardon. Et là, elle est en pleurs. Moi, pour moi, c'est l'un des plus beaux plans de ma vie de cinéphile. Voilà. Ouais. Faut, C'est faut effectivement voir Elle et lui. magnifique. C'est extraordinaire, Elle et lui. Elle est, La deuxième version, pas la oui, première. oui, tout à fait, la version est carrément. Mais elle a ce on parlait de ces changements voilà, d'expression, soudaine et brève. Elle a pas son pareil pour effectivement Ouais, d'une seconde à l'autre, dans le même plan, et parfois c'est ça. parfois sans montage, hein, Oui. transformer complètement, son ressenti. Mmh. Mythologie de Deborah Kerr, c'est chez Marest Éditeur, c'est écrit par Olivier Mudry. Toutes les informations se trouvent dans le descriptif, donc procurez-vous ce livre. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accordé une cinquantaine de Merci minutes beaucoup à vous. pour parler de Deborah Kerr. Merci à vous, c'était vraiment magnifique. Merci. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.